Merci. Donc on va embrayer tout de suite donc, sur la base de l'analyse de la cornée pour la chirurgie. Alors, je remercie les collaborateurs que j'ai eus à la Fondation Rothschild qui m'ont permis de voir différentes diapositives. Alors la cornée, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice, c'est 2 tiers du pouvoir réfractif et c'est 2 tiers du pouvoir réfractif pour la face antérieure de la cornée. Et comment la mesurer, ce pouvoir réfractif et cette forme? Eh bien, il y a 2 principes. Il y a le premier principe, c'est le principe du Placido. Vous voyez différents appareils, il y en a d'autres maintenant, qui projettent donc des mires concentriques sur la cornée. Et en les analysant et en regardant la régularité et l'espacement des mires, on peut dire si la cornée est régulière, par exemple comme sur cette diapositive, ou bien si la cornée est elliptique, astigmate, comme vous le voyez sur cette diapositive. Le deuxième principe, on y reviendra tout à l'heure, c'est le principe d'une caméra Scheimpflug qui ne repose pas sur le même principe que le disque Placido, on verra tout à l'heure, et le représentant, le pionnier, c'est le Pentacam d'Oculus. Alors, une fois qu'on a projeté les mires, les chiffres sont, grâce à des équations mathématiques, sont reportés au niveau de chaque point de la cornée, soit en rayon de courbure, soit en dioptrie. Il faut reconnaître au moins une formule pour convertir les dioptries en millimètres pour les rayons de courbure. C'est P égale à 0,3375 sur R, en utilisant ce chiffre comme indice de réfraction de la cornée. Et ainsi, vous pouvez convertir avec votre petite calculette les dioptries en millimètres. Alors, vous connaissez les principes, donc je vais passer quand même assez rapidement, mais pour les plus jeunes, il faut le faire. Sur des topographies, donc... les couleurs les plus chaudes représentent les courbes les plus pentues, donc là où la cornée est la plus bombée, alors que les couleurs les plus froides, à l'inverse, représentent des endroits où la cornée est plus plate. Ainsi, sur cet exemple, vous voyez au centre, la cornée est plus en orange, donc c'est là que la cornée est la plus pentue. Alors maintenant, il y a 2 modes de calcul de la topographie cornéenne. Il y a un mode axial et un mode tangentiel. Pour comprendre cela, ce schéma va vous l'expliquer. Le mode axial, simplement, on se base sur le rayon de courbure passant par une perpendiculaire qui passe par l'apex de la cornée et le centre théorique de l'œil. Et finalement, cette valeur est bonne pour la mesure de la cornée à l'entrée du rayon frontal, si vous voulez. Par contre, en périphérie de la cornée, là où la cornée est un peu plus plate ou un peu plus bombée en fonction du type de la cornée, ce mesure de rayon, si on prend le même centre qu'à l'apex de la cornée, eh bien, il y a des erreurs. Donc finalement, lorsqu'on mesure une topographie en mode axial, ce n'est plus aussi valable pour les mesures périphériques où le plus souvent la cornée est plus plate et donc le rayon de courbure serait plus grand. C'est pour ça qu'il y a aussi un mode tangentiel qui est fourni par les différents appareils et qui est calculé par des algorithmes dont je passerai sur les modalités mathématiques. En pratique, ça permet de révéler, grâce au mode tangentiel, des anomalies qu'on verrait moins sur le mode axial. Exemple, vous avez ici une topographie spéculaire avec un vieil appareil pionnier, mais on voit pionnier de la topographie, l'I6, et on voit ici qu'en mode axial, il y a un peu de rouge là, mais on voit très mal si le centre en bleu est bien centré ou décentré après une chirurgie myopique réfractive au laser. Et lorsqu'on regarde en mode tangentiel, à droite, on voit beaucoup mieux le centre de la cornée qui est aplati par le laser et il est décentré par rapport à la croix. Donc le petit décentrement est beaucoup plus révélé grâce au mode tangentiel par rapport au mode axial. Bon, là, ici, c'est beaucoup plus caricatural. Sur les 2 modes, on ne peut pas se tromper. Vous voyez donc la cornée bombée en bas. C'est un kératocone tout à fait typique. Et ici, cette forme est à retenir. On ne peut pas envisager toutes les formes cliniques des kératocones parce que le temps est trop court. Mais vous avez une forme réniforme, un peu, qui est tout à fait évocatrice d'un kératocone fruste avec un axe, l'hémiméridien supérieur n'est pas dans l'axe de l'hémiméridien inférieur, ça s'appelle le SRAX, et au-delà d'un certain nombre de degrés, au-delà de 20 degrés, il faut se méfier et ne pas faire de chirurgie au LASIK, ni même peut-être à la PKR pour ce type de pathologie.
Alors les formes aussi assez typiques de kératocone frustre ou kératocone avéré, c'est ces formes en pince de homard qu'on appelle la dégénérescence pellucide de la cornée et qui traduit une forme de kératocone qu'il ne faut surtout pas opérer. Alors à partir de ces topographies, on a calculé des indices et le plus communément utilisé, c'est l'indice de Kleist-Rabinowitz qui mesure la kératométrie centrale et lorsque celle-ci est supérieure à 47,20, donc lorsque la cornée est très pointue, eh bien, il faut se méfier d'un kératocone fruste. Lorsqu'il y a une asymétrie entre les deux yeux de plus d'une dioptrie pour la puissance kératométrique moyenne, il faut aussi se méfier. Et le I-S, c'est-à-dire la pente inférieure moins la pente supérieure, si elle est supérieure à 1,40, c'est-à-dire si la cornée inférieure est beaucoup plus bombée que la cornée supérieure, il faut se méfier du kératocone. Ça, c'est vraiment l'indice le plus utilisé en pratique, parce qu'il y en a d'autres, j'en dirais juste un mot sans diapositive, qui existent dans la littérature, mais qui sont en pratique peu utilisés, parce qu'aucune étude réellement n'a fait de lien de causalité reconnu entre le kératocone fruste et ses indices. Alors, il y a une petite notion à connaître aussi. Parfois, vous aurez des topographies avec des puissances réfractives et non des puissances kératométriques. Alors là, il ne faut pas non plus se tromper. La puissance kératométrique, c'est la puissance en chaque point, la puissance donc de courbure de chaque point de la cornée. Par contre, la puissance réfractive, c'est toujours en dioptrie, mais c'est le chemin suivi par un rayon de courbure, par un rayon lumineux qui rentre dans l'œil et qui rentre dans cet œil. Et ce chemin est différent suivant l'endroit et l'incidence où le rayon lumineux rentre dans la cornée. Donc finalement, par exemple, un rayon de courbure qui rentre ici dans la cornée et qui ne donnera une déviation qui ne sera pas la même suivant son inclinaison et suivant la distance par rapport au centre. Donc finalement, cette puissance réfractive, c'est elle qui reflète le plus la réalité fonctionnelle, visuelle. Et elle est exprimée aussi en dioptrie et peut être une source d'erreur par rapport à la puissance kératométrique. Et pour calculer la puissance réfractive, c'est celle que vous utilisez en pratique lorsque vous calculez des punctum proximum pour des lunettes. C'est P est égal à 1 N sur F. Par exemple, quand la puissance réfractive, lorsque vous lisez à 33 cm, eh bien c'est 3 dioptries. Hein, P est égal à 1 sur 0,33. Ça, c'est la puissance réfractive. Donc vous voyez, sur cette diapositive, vous avez à la fois la tangentielle, l'axiale et la réfractive, qui ne sont pas toutes exactement les mêmes. Alors, les topographes sont aussi souvent couplés avec différents modules pour pouvoir voir la cornée en 3 dimensions. Ils peuvent être couplés aussi avec des calculs abérométriques. On a maintenant des outils très très performants qui couplent l'analyse topographique avec d'autres analyses dont va parler tout à l'heure Béatrice. Ici, vous avez aussi les calculs abérométriques associés aux images topographiques. Dernier point, c'est les cartes différentielles. Les cartes différentielles, elles sont très utiles pour savoir ce qu'on a exactement photoablaté en faisant la différence entre le résultat post-opératoire et le résultat préopératoire. Et on a cette carte différentielle. Et les couleurs froides correspondent à un traitement, si vous voulez, les couleurs froides, donc dans les bleus, ici, donc ça représente une photoablation lorsqu'on a aplati la cornée. Vous voyez ici, la cornée était plus pentue en bas, on l'a aplatie et le différentiel est en bleu. Donc quand on passe d'une puissance plus élevée à une puissance plus basse, en carte différentielle, c'est plutôt dans le froid. Retenez plutôt ça parce que sinon, c'est un peu compliqué comme gymnastique. Donc carte différentielle pour voir la soustraction. Une dernière notion avant de passer à l'élévation, ou avant de passer à un autre sujet, c'est l'asphéricité. 80% de nos cornées sont prolates, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus pointues au centre et elles s'aplatissent vers la périphérie. Mais 20% des gens normaux ont des cornées oblates, c'est-à-dire un peu plus plates au centre et plus pentues vers la périphérie. Et cette asphéricité s'exprime sous la forme d'un coefficient Q, qui physiologiquement, pour les cornées légèrement prolates, est de moins 0,26. Plus le chiffre est négatif, plus on est prolate, plus le chiffre est positif, au-dessus de ce chiffre-là, plus on est oblate. Et lorsqu'on opère un myope de chirurgie réfractive cornéenne, on rend la cornée en général oblate
même s'il y a des traitements qui réduisent cette modification en tenant compte de cette aspéricité qu'on compense avec le laser. Alors il y a un nouvel outil qui est très intéressant parce que je n'ai pas parlé jusqu'ici de l'épithélium, et l'épithélium a tendance à gommer les défauts. Et finalement, parfois, vous prenez une image de la cornée avec l'épithélium en place, et quand vous pelez l'épithélium pour faire le traitement de PKR, par exemple, ben vous traitez un stroma antérieur qui n'a pas tout à fait la même forme. Et avec cet outil qui a été développé par Dan Reinstein, on peut avoir des topographies épithéliales et des épaisseurs épithéliales et non pas cornéennes. Ainsi, ce patient qui a l'air normal en topographie classique, lorsqu'on le met avec l'Artémis, eh bien on voit qu'il a un épithélium qui est beaucoup plus épais de manière circulaire, et cette image est plutôt caractéristique d'un kératocone avec un kératocone central. Par contre, ici, alors qu'en topographie classique, vous avez l'impression d'avoir une asymétrie qui pourrait faire évoquer un kératocone fruste, lorsqu'on prend juste la topographie épithéliale, on voit en fait que cet aspect, après avoir mesuré beaucoup de genres normaux, est beaucoup plus physiologique avec un épithélium qui est plus épais en bas qu'en haut de manière physiologique. Donc cet outil permettra de développer d'autres formes topographiques qui pourront compléter les tableaux sur lesquels on se base actuellement pour éviter d'opérer des kératocones frustres. En conclusion, si vous avez une bonne analyse de la vidéotopographie cornéenne, couplée avec la pachymétrie, dans quasiment la majorité des cas, vous pouvez faire une bonne chirurgie réfractive sans obligatoirement passer par la topographie d'élévation, qui est quand même un plus, puisqu'il apporte un élément supplémentaire dans le faisceau d'arguments dans les cas limites. Alors on va passer à la topographie d'élévation maintenant, puisque c'est le deuxième sujet. En fait, je remplace François Malcaz, qui n'a pas pu venir, j'ai oublié de le dire, il a un souci personnel, donc j'ai pris ce topo un peu à pied levé, et de pied mal réveillé, pied levé. Et, et il est peut-être un peu incomplet, c'était surtout de la sémiologie, je ne parle pas beaucoup de pathologie. Alors la topographie d'élévation, elle repose essentiellement sur deux principes. Le principe du passage de fente sur la cornée, donc 20 passages d'une fente lumineuse, et ensuite avec une analyse qui est faite par cet appareil qu'on appelle l'ORSCAN, et l'autre appareil qui est le Pentacam dont on a parlé, et les homologues qui reposent sur le principe du Scheimpflug avec une caméra infrarouge. On va commencer par l'ORSCAN. Alors l'ORSCAN, il donnera une topographie dite d'élévation parce que toutes les cornées analysées seront analysées par rapport à une sphère de référence. En gros, vous mettez votre tête dans la machine et la machine va mesurer les différentes courbures de la cornée et elle va choisir automatiquement, par défaut, une sphère de référence qui moulera le mieux possible la cornée en présence. Donc ici, dans cette cornée qui est complètement utopique, en jaune, la sphère de référence est en vert. Et ensuite, sur la topographie, tout ce qui sera au-dessus de cette sphère de référence verte apparaîtra en rouge, et tout ce qui sera en dessous, c'est par exemple ici, ça apparaîtra en bleu. Pensez bleu la mer, rouge le soleil. Et ainsi, vous avez donc le rouge pour la représentation de la cornée qui est au-dessus de la ligne verte de référence et le bleu à gauche. Application. Alors ici, vous avez un astigmatisme. L'astigmatisme est plus fort ici sur la ligne rouge. Donc, en fait, sur une topographie axiale ou tangentielle, la cornée étant plus bombée, on penserait trouver du rouge. Sur cet axe-là, en fait, en topographie d'élévation, à droite, vous voyez que ça apparaît en bleu, parce que là où c'est le plus bombé, c'est le plus en dessous de la sphère de référence. Donc, cet endroit où je mets ma flèche est représenté en topographie d'élévation en bleu. A l'inverse, sur cette cornée qui est plus plate, eh bien, sur ce méridien, les extrémités sont au-dessus de la sphère de référence et ça apparaît en rouge. Donc c'est un tout petit peu source de confusion par rapport à la topographie axiale parce que les couleurs sont inversées. Alors voici la représentation la plus fréquente d'un ORSCAN, ce qu'on appelle le quad-map, une topographie avec les représentations de l'élévation antérieure, l'élévation postérieure, la kératométrie axiale ou tangentielle qu'on peut choisir, et la pachymétrie. Et par défaut,
l'appareil mesure en mode float, c'est-à-dire il mesure en mode aléatoire où la machine juxtapose la sphère de référence la plus logique. Vous avez aussi, avec un Scheimpflug, vous avez une représentation de l'élévation postérieure, antérieure, avec un autre principe qui est le principe de la caméra Scheimpflug. Et en plus, le Pentacam a un avantage, c'est qu'il peut mesurer l'épaisseur de la cornée de manière assez fiable jusqu'à la périphérie. Je passe sur les autres options de ces appareils qui peuvent mesurer la profondeur de la chambre antérieure, le blanc à blanc, entre autres. La face postérieure de la cornée, juste une diapositive. Il y a beaucoup de débats dessus. Est-ce que ce qu'on mesure est fiable? Parce que quand on mesure, par exemple, en Orbscan, l'élévation postérieure, eh bien, ça dépend un peu de tout le passage du rayon par le stroma et la surface antérieure. Donc, si celle-ci est un peu anormale, ça peut fausser les résultats. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, on ne peut pas, en pratique quotidienne, se baser sur la face postérieure pour dire qu'il y a un kératocone fruste. On peut le faire peut-être en approfondissant tous les indices complexes qui sont dans la machine, mais en pratique, on n'a pas le temps de le faire. Je vais terminer par un petit exercice de style et pour vous montrer que l'Orbscan est un outil intéressant lorsqu'on choisit une sphère de référence qui n'est pas float, mais qui est imposée par nous en particulier. Il y a des modes qu'on appelle Apex, où on fait superposer la sphère de référence avec le sommet de la cornée. Il y a le mode Axis, où on fait superposer l'axe général de la cornée avec l'axe de la sphère de référence, et le mode Pint, qui est une combinaison de l'axis et de l'apex. À quoi ça sert? Ça sert parfois aussi à révéler des défauts qu'on ne voyait pas en mode float. Vous voyez cette cornée en mode float, ici, elle n'a pas la même représentation en élévation qu'en axis, apex ou Pint. Et si vous prenez cet exemple, ici c'est un mode float, vous voyez que le centre est à peu près au centre et on ne voit pas trop de défauts. On le voit quand on est expert. Mais si on choisit un mode Pint, en faisant coïncider les sommets de la sphère de référence et de la cornée, on voit que le décentrement apparaît beaucoup mieux. C'est un peu comme le mode axial et tangentiel tout à l'heure en topographie. Voilà, 17 minutes, je vais arrêter là. C'est pour vous donner une petite idée de base sur l'analyse de la topographie. Merci beaucoup.